tous. Bonjour. Alors, je me présente, Benjamin Talmar. Si vous voulez me suivre sur Twitter, n'hésitez pas si vous avez Twitter. On a un concours dans l'équipe et c'est celui qui a le plus de followers. Pour l'instant, avec Stéphane, on n'est pas très bien placé. Oh, mais tu dois être largement devant moi, Voilà. hein, Benjamin. Donc, on travaille chez Microsoft avec Stéphane Goudot. Enchanté. Donc, on appartient tous les deux à la division Microsoft DX. Et on va vous parler des différentes façons de faire du SQL Server dans Azure. Et globalement, vous allez voir qu'il y a pas mal de nouveautés autour d'Azure SQL Database. Donc on va plutôt s'intéresser à ces nouveautés-là, mais en évoquant quand même les différentes façons de faire du SQL Server dans Azure. Alors je commence par, bon, évidemment, merci aux sponsors, merci aux volontaires, merci à tous. Je commence par vous expliquer la différence qu'il va pouvoir y avoir entre les deux grands modes de fonctionnement d'SQL Server dans Azure. Le premier, il est assez simple à comprendre puisque c'est l'utilisation des machines virtuelles dans Azure. Donc vous savez qu'Azure est capable de faire tourner un certain nombre de services, donc des services qu'on va appeler des services PaaS, des services de haut niveau. Par exemple, Azure App Service qui vous permet de faire des applications web, d'héberger des applications web, ou alors Azure Machine Learning, ou alors Azure Storage. C'est des services qu'un développeur va pouvoir utiliser. Mais il y a également des services d'infrastructure comme Azure Virtual Machine qui met à votre disposition des machines virtuelles que vous pouvez utiliser comme bon vous semble. Donc c'est des machines virtuelles Windows ou des machines virtuelles Linux. En l'occurrence, ce qui nous intéresse plus particulièrement ici, c'est les machines virtuelles Windows, bien entendu, et sur lesquelles vous allez pouvoir installer vos installations de SQL Server de la façon dont vous le souhaitez. Donc Donc là, typiquement, ça ne change rien à ce que vous pouvez faire chez vous. Vous allez gérer vos installations de SQL Server, vous allez gérer l'installation de Windows Server, vous allez gérer la haute disponibilité, vous allez gérer vos backups, vous allez avoir un contrôle total sur l'environnement. Donc ça va être parfait pour des applications, pour des workloads que vous souhaitez migrer sur Azure sans avoir à les retravailler, sans avoir de problème de compatibilité. Là, vous êtes sûr que vous avez la compatibilité maximum. Le deuxième mode sur Azure, c'est Azure SQL Database. Et cette fois, la grosse différence, c'est que c'est un service managé. Le principe, c'est que Microsoft a automatisé toute la gestion nécessaire pour faire tourner des bases SQL Server sans que vous ayez besoin, vous, en tant qu'utilisateur, de gérer la haute disponibilité, de gérer les backups, de gérer la configuration des serveurs, de gérer même l'installation de Windows, les mises à jour de Windows, les mises à jour de SQL Server, etc. Donc vous avez un service prêt à l'emploi. Vous allez demander à Azure une base de données, 10 bases de données, 1000 bases de données, et vous allez simplement les utiliser sans avoir à vous soucier de toutes les tâches administratives, de toute la plomberie qu'il peut y avoir derrière. Donc là, c'est parfait quand vous avez des nouvelles applications, puisque vous allez comme vous n'avez pas la main sur toutes les fonctionnalités de SQL Server, vous avez la main seulement sur ce qu'on a choisi de diffuser dans Azure SQL Database, vous n'avez pas de problème de compatibilité si vous le savez à l'avance. Vous avez également une grande flexibilité, c'est-à-dire qu'à un instant T, vous pouvez avoir besoin d'une base de données d'une taille donnée, mais peut-être que 6 mois après, il y a eu de la croissance sur l'activité de l'application en question, du workload en question, et vous avez besoin d'une base 2 fois plus grosse. Ça, c'est juste un choix que vous faites, c'est un curseur que vous déplacez dans Azure, et automatiquement, votre base de données est déplacée sur les serveurs qui vous permet d'avoir une base de données plus grosse. Automatiquement, vous avez plus de performance quand vous en avez besoin, et vous êtes vraiment utilisateur d'un service fini sans avoir les contraintes de la gestion de toute la plomberie qui est dessous. Ok, c'est clair ces différences entre ces deux services. Alors, on va beaucoup, vu que c'est ici qu'il y a le plus de spécificité par rapport à Azure, on va beaucoup parler d'Azure SQL Database, notamment des nouveautés intéressantes sur ces derniers mois. La première, c'est un changement au niveau du business model d'Azure SQL Database. Qui a déjà testé Azure SQL Database? Trois personnes, dont deux speakers. Okay. Donc, si jamais vous avez testé il y a quelques mois, vous avez peut-être vu les tiers web et business. Ces tiers web et business, ils sont là depuis 5-6 ans sur Azure. Azure SQL Database était un des premiers services d'Azure. Et ils avaient la caractéristique de vous facturer au niveau de la taille de la base de données que vous avez demandé. Si vous avez une base de données de 42 gigas, vous payez pour 42 gigas pour le temps que vous avez utilisé cette base de données. Ça avait un avantage, c'est que ça pouvait être vraiment très peu cher pour des petites bases de données. L'inconvénient, c'est que le niveau de performance n'était pas garanti.
on vous donnait des bases de données et vous aviez le niveau de performance que vous aviez. Potentiellement, il pouvait changer d'un jour sur l'autre parce que d'autres voisins étaient plus consommateurs des ressources physiques à un instant T que la veille. Et ça pouvait, d'un côté, c'était bien puisque c'était vraiment pas cher. De l'autre, vous aviez des performances qui pouvaient trop fluctuer pour une utilisation, on va dire, professionnelle du service. Donc, pour pallier à ce problème-là, on a changé de modèle et on a introduit 3 tiers qui remplacent les Web et Business, qui s'appellent Basic, Standard et Premium. Donc Web et Business, ça y est, on en a parlé, on peut l'oublier maintenant. C'est vraiment les tiers que vous allez choisir aujourd'hui, Basic, Standard, Premium. Et là, vous ne choisissez plus une taille de base de données, vous n'êtes plus facturé en fonction de la taille de la base de données, mais vous êtes facturé en fonction d'un niveau de performance que vous choisissez. C'est-à-dire que c'est vous qui allez dire, mon application, cette base de données-là, elle est vraiment très peu sollicitée. Ça me va de payer 5 $ par mois, 5 € par mois à peu près, pour avoir une base de données qui ne va pas être très performante, mais dont les performances me suffisent largement. Ou alors, si une base qui est très sollicitée, j'ai besoin de tel niveau sur lequel automatiquement je vais payer plus cher, mais je vais avoir un niveau de performance qui va correspondre à mes besoins. Ok, donc Basic, Standard, Premium. La grosse différence, c'est vraiment la possibilité d'avoir des performances garanties. Et comment ça fonctionne, ces performances garanties? On a 4 métriques importantes pour les performances SQL Server, vous les connaissez mieux que moi. Le CPU, la mémoire et les I/O, donc les I/O en écriture et les I/O en lecture. Donc ce qui va se passer quand vous allez choisir un niveau de performance sur Azure SQL Database, c'est qu'on va vous donner une limite sur ces 4 métriques-là. C'est-à-dire que dès le moment où vous dépassez, vous arrivez à la limite au niveau de la mémoire, ça va se comporter comme si vous étiez sur un serveur physique qui n'a plus de mémoire. Pareil pour l'écriture, pareil pour la lecture, pareil pour le temps CPU. Vous êtes vraiment limité en termes de ressources, ce qui indique que vous ne pouvez pas manger sur les ressources du voisin. Et si on le voit dans le sens inverse, c'est peut-être plus positif. Le voisin ne pourra pas manger sur vos ressources. Et concrètement, un serveur physique, une machine, qui elle-même a ses propres caractéristiques en termes de mémoire, de CPU et d'I/O, elle va contenir un certain nombre de bases de données qui vont être chacune limitées dans la boîte qui a été déterminée par l'utilisateur. Ok? J'avais oublié qu'il y avait une animation. Différents niveaux de performance, en fait, il y en a à peu près une dizaine. Je ne les ai pas comptés exactement. Vous allez choisir soit une base basique jusqu'à une base Premium 11. Donc ça, c'est amené à évoluer. Par exemple, la P11, on l'a introduit il y a quelques semaines seulement. Donc la P11, il faut y aller. Ça commence à être vraiment très performant. Ça commence à coûter un certain prix également. Mais entre ces différentes tailles, vous avez normalement assez de choix pour les différents workloads que vous avez à déployer sur Azure. Donc vous avez cette unité ici qui s'appelle DTU, qui est une unité qui n'existe que sur Azure SQL Database. Vous n'avez pas d'équivalent sur SQL Server on-premise et qui est finalement une façon de comparer les différentes éditions entre elles. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait tourner un benchmark et qu'on refait tourner régulièrement en fonction de l'évolution du service. Et on a défini que la base basique, elle était 2 fois moins performante que la base S0. Donc cette unité, on peut le remarquer tout de suite qu'on a 2 fois plus de performance sur la S0, etc. Ce qui est important également, c'est vraiment aussi cette notion d'élasticité. Vous pouvez choisir une base de données S2 un jour et même à une heure donnée. Et une heure après, vous pouvez changer et finalement vous dire S2 c'est trop, j'utilise pas toutes les caractéristiques, toutes les performances qui sont disponibles, donc je passe sur une S1. Ou inversement, je suis aux limites de la S2, en fait je vais passer sur une S1, etc. Dernier point théorique avant de regarder concrètement comment ça se passe, il y a une autre évolution qui est apparue cette année sur Azure SQL Database, c'est le changement de version d'Azure SQL Database. On parle de la version V12, qui implique pas mal de choses. Il y a eu pas mal de changements au niveau de l'architecture du service. Donc ça, j'ai envie de dire presque ça, en tant qu'utilisateur, on s'en moque un peu, puisque c'est des choses qui nous permettent en tant que Microsoft de vous proposer plus de fonctionnalités, mais qui vous sont masquées puisque vous ne savez pas ce qu'il y a en dessous, vous ne savez pas ce qu'il y a comme serveur en dessous, vous ne savez pas comment sont gérés les serveurs, etc. Mais nous, on a fait un certain nombre d'évolutions qui nous permettent de vous apporter beaucoup plus de fonctionnalités. Pour vous donner un exemple, quand je dis vous ne savez pas ce qu'il y a en dessous, on vous donne quelques indications. Par exemple, pour avoir une base de données hautement disponible,
c'est-à-dire 99,95%, non 99,99% de disponibilité. Mais en fait, il y a toujours 3 serveurs qui contiennent votre base de données à un instant T. C'est l'équivalent d'un always on qui est totalement géré pour vous derrière, vous ne le voyez pas, mais à tout moment, vous avez 99,99% de SLA de disponibilité. Donc c'est le genre d'architecture qu'il y a dessous le service pour des centaines de milliers de bases de données. Et ce qui est important également dans ce changement de version, c'est qu'on est arrivé à un point où les équipes de développement d'SQL Server ont un seul produit. C'est-à-dire que le code de SQL Database et le code de SQL Server, c'est exactement le même. Et ça va même plus loin que ça, c'est-à-dire que les développeurs travaillent pour Azure SQL Database, vont créer des nouvelles fonctionnalités d'Azure SQL Database, on va en parler d'un certain nombre, et c'est seulement après que ces fonctionnalités arrivent dans la version SQL Server, j'ai envie de dire boîte, en l'occurrence la prochaine version étant SQL Server 2016. Et là tout à l'heure on va parler de row level security, de data masking, c'est des choses qui sortent sur Azure SQL Database, qui sont testées en preview sur le service, qui sortent même en disponibilité générale sur le service et qui vont arriver en disponibilité générale sur SQL Server 2016. L'avantage également, c'est que l'équipe SQL Server sait maintenant, grâce à SQL Database, ce que c'est que opérer SQL Server. Donc ils ont l'expérience de faire tourner du SQL Server. Ça peut paraître un petit peu bizarre de dire ça, mais les équipes de développement d'un produit, au quotidien, en théorie, ils ne font pas tourner ce produit. Ceux qui créent SharePoint, potentiellement, ils n'ont jamais installé SharePoint. Voilà, c'est comme ça. Là, c'est plus le cas sur SQL Server, puisque l'équipe de développement SQL Server, c'est eux qui opèrent Azure SQL Database. Donc, s'ils font quelque chose qui n'est pas pratique en production, ils s'en rendent compte eux-mêmes avant vous les clients d'SQL Server, ou alors s'il y a un problème sur la production d'Azure SQL Database, c'est les développeurs qui vont être réveillés la nuit pour aller fixer le problème. Et c'est plus des équipes chez vous qui vont devoir escalader, que ça va prendre des mois pour remonter le bug, pour faire comprendre à Microsoft pourquoi ce qu'ils ont fait, ce que les équipes ont fait est pas pratique, etc., etc. Donc cette transition elle est en cours. Aujourd'hui, on va pouvoir choisir des bases de niveau V12 et les anciennes bases vont être migrées progressivement. Alors regardons concrètement ce que ça donne avec une démo très rapide. J'ai ici le portail Azure que vous connaissez peut-être. Il reprend un certain nombre de codes des nouvelles applications et des nouveaux OS Microsoft. On retrouve les tuiles que vous avez sur Windows depuis quelques années maintenant. Vous avez la possibilité de créer à tout moment une ressource. Je le fais avec le portail ici, mais bien sûr tout ça c'est scriptable. Vous pouvez le faire en PowerShell, vous pouvez le faire très bien. Je vais recharger parce que ma session a expiré. Vous pourrez faire en PowerShell, vous pouvez faire en différentes méthodes de script pour vous permettre d'automatiser tout ça. Le temps que je me relogue, ce que je vais faire, c'est créer une nouvelle base de données. Et vous allez voir que ça prend vraiment quelques secondes sans avoir à gérer toutes les couches techniques qui sont dessous. Donc j'ai cliqué simplement sur le bouton plus, j'ai sélectionné la catégorie Data Storage, puisque c'est ici que je retrouve SQL Database, et je sélectionne SQL Database. À partir de là, je vais donner un petit nom à ma base. Je vais être sûr qu'elle soit unique. Je vais configurer un serveur virtuel. Alors ce serveur virtuel, il est là simplement pour certains éléments techniques comme le firewall. Il va regrouper un certain nombre de bases de données. Ce n'est pas lui qui vous est facturé. Ce qui vous est facturé, c'est vraiment la base de données. Je vais en créer un nouveau ici pour vous montrer toute la procédure. C'est lui qui va porter la connection string, comme un serveur classique, sauf que là c'est un serveur virtuel. Derrière des serveurs, il y en a un certain nombre qui sont, et c'est une notion qui est masquée pour vous. Il faut que ce serveur soit unique. Voilà, très bien. Mon alias n'est pas pris. Je vais lui donner un login mot de passe administrateur. Je confirme. Je vais sélectionner une des régions d'Azure. Donc ça c'est important sur Azure. C'est vraiment vous sélectionnez la région sur laquelle vous déployez une ressource et on ne changera pas cette ressource de place. Microsoft ne changera pas cette ressource de place. Ce n'est pas le cas de tous nos concurrents. Donc je préfère le mentionner. Le fait de sélectionner une base V12, c'est ici. Donc par défaut, vous avez une base V12 si vous voulez l'ancien modèle. Alors je ne vois pas pourquoi vous voudriez faire ça, mais pourquoi pas. L'option est encore présente, elle ne le sera certainement plus dans quelques mois. Et à partir de ça, je sélectionne une source. Je peux soit prendre une base de données vierge, une base de données à partir d'un exemple, ou je peux récupérer un backup. Je sélectionne mon niveau de performance. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. J'ai
l'ensemble des niveaux de performance qui est disponible ici, donc de basique à standard, à premium, jusqu'à la fameuse P11 ici. Alors moi je vais être petit joueur, hein, je vais prendre une S0, ça évitera que mon chef soit prévenu en plein week-end que je dépense tous les sous de l'entreprise. Non, t'inquiète pas, ça c'est moi qui m'en charge, tu verras. D'accord. Alors c'est une notion ici qu'on va pas prendre le temps de détailler. Il y a une notion de ressources groupe dans Azure pour regrouper des ressources ensemble. Benjat, Live, SQL, SAT. Voilà. C'est un détail. Et dans quelques secondes, dizaines de secondes, 2 à 3 minutes maximum, ma base de données va être créée. Donc pour aller plus vite, j'en ai une que j'ai créée cette semaine, qui est ici, SQL Saturday Benjat, qui est déjà en ligne, sur lequel j'ai sélectionné pareil une S0. Et je peux vous montrer que voilà, je vais retrouver mes connection strings de manière très classique. Tous les outils que vous utilisez aujourd'hui pour SQL Server vont être valides pour Azure SQL Database. Je vais pouvoir me connecter avec SQL Server Management Studio. Je vais pouvoir utiliser les mêmes drivers SQL. Il n'y a rien de très spécifique, à quelques exceptions près. Il y a encore des fonctionnalités qu'on ne supporte pas dans Azure SQL Database. Il y a encore un petit gap, mais qui est vraiment très, très faible. Pendant un temps, on n'avait pas de full text search, par exemple. Et là, c'est en train d'arriver. Oui. Correspond à la dernière version disponible dans les équipes de développement. En fait, c'est même plus que 2016. Ah, plus que 2016, d'accord. C'est ce qui va arriver dans 2016 prochainement. Puisque les équipes travaillent sur SQL Database. C'est le même code, mais les fonctionnalités, voilà, c'est l'équivalent. Ça évolue en temps réel. Exactement. 2016, il est arrêté à un instant T. Okay. Exactement. Ce qui est important de configurer tout de suite pendant que je suis là, c'est le firewall. Par défaut, le firewall bloque tous les accès à mon serveur. Donc là, je suis allé sur mon serveur ici. Et je vais configurer le firewall pour accepter l'IP que j'utilise en ce moment. Donc cette IP, elle est ici. Supinfo. Je vais l'enregistrer. La sauvegarder. Voilà, c'est enregistré. Et grâce à ça, je vais pouvoir me connecter pour les prochaines démos. Dernière chose que je peux vous montrer, c'est une nouveauté qui va arriver dans SQL Server 2016, qui est déjà là dans Azure SQL Database et qui est plutôt pratique. Elle se trouve au niveau de ma base de données. Là, je suis revenu sur ma base de données. Cette nouveauté, c'est ce qu'on appelle TDE, Transparent Data Encryption. Elle est en preview pour l'instant. Et elle permet de dire à SQL Server, au moteur, encrypte-moi toutes mes données. Donc toutes mes données at rest, c'est-à-dire quand elles sont sur le serveur, pas quand elles sont en mémoire ou pas quand elles sont en transit, quand elles sont aussi dans les backups, etc., elles seront encryptées directement par Azure, par le moteur SQL Server. Donc je vais activer cette encryption et c'est vraiment aussi simple que ça. À partir de maintenant, ça va prendre quelques secondes. Voilà, on voit une petite barre de progression. Comme j'ai aucune donnée, ça va être vraiment très rapide. Toute ma base va être encryptée et grâce à ça, je vais pouvoir dire aux personnes de la sécurité qui imposent de l'encryption, c'est bon, tout est bon, tout est encrypté. Il y a une autre fonctionnalité qui va sortir également prochainement qui s'appelle Always Encrypted, qui va elle permettre d'encrypter également ce qu'on appelle on the fly, quand les données sont en transit, qui permettra de faire cette encryption au niveau du driver client. C'est-à-dire que c'est ODBC lui-même qui va encrypter les données avant de les envoyer à SQL Server et qui va les décrypter. Et ça, vous allez l'utiliser en plus de TDE pour les données sensibles, pour les numéros de carte bleue, les numéros de sécurité sociale, etc. Donc c'est vraiment, vous savez, la sécurité, c'est une question de couche. Là, on a la première couche qui est activée, c'est l'encryption bas niveau. Ensuite, on va pouvoir ajouter une deuxième couche de sécurité sur certains champs. Ensuite, on va pouvoir faire d'autres choses au niveau sécurité, au niveau applicatif. Et on va en parler tout de suite d'ailleurs. Je reviens sur mes slides pour vous présenter quelques nouveautés. On reste dans la sécurité puisqu'il y a un gros push au niveau fonctionnalité de sécurité pour vous permettre de sécuriser vos applications avec SQL Server 2016 et donc les dernières nouveautés d'Azure SQL Database. La première, c'est Row Level Security. Donc j'ai mis ici GA parce que c'est sorti sur Azure SQL Database et ça arrive dans SQL Server 2016. Ça va vous permettre d'avoir des contrôles d'accès fin au niveau de chacune des lignes d'une table donnée. Le principe, par exemple, c'est si vous avez imaginé une application pour des commerciaux qui ont chacun accès à un territoire, il y en a un qui s'occupe de
France, l'autre qui s'occupe de l'Ouest, l'autre de l'Est, etc. Vous allez pouvoir dire, moi je veux que le commercial voit seulement les clients qui sont dans sa région. Je ne veux pas qu'il ait accès aux clients ou aux commandes d'une autre région. Et ça, vous avez plein de façons de le faire aujourd'hui. Vous pouvez le gérer, vous pouvez demander aux développeurs de le gérer dans l'application, vous pouvez le gérer avec des vues, vous pouvez le gérer avec un certain nombre de choses. Il y a une nouvelle possibilité qui vous permet de le gérer directement au niveau du moteur SQL de manière centralisée. Donc toutes les règles vont être centralisées sur le moteur et de manière surtout transparente pour l'application. Comme ça, en tant qu'administrateur de la base de données, c'est vous qui allez définir ces règles-là et vous n'allez pas avoir besoin de faire confiance aux développeurs pour implémenter ces règles-là. Donc on va regarder un petit peu plus en détail comment ça se configure. La première notion qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un prédicat doit être créé. Donc finalement, une règle, un filtre doit être créé. Et ce filtre, il prend la forme d'une inline table valued function. Donc il n'y a rien de nouveau là-dedans. C'est une fonction, une UDF, comme vous savez les créer. Donc ça nous permet d'utiliser un certain nombre de paramètres. Par exemple, ici, j'ai une fonction qui s'appelle fn security predicate qui prend 3 paramètres, la région, une date de début, une date de fin, pourquoi pas. C'est vous qui allez définir des règles en fonction des paramètres que vous souhaitez. Il y a aucune, les règles sont totalement libres. Grâce à cette fonction, vous allez créer un filtre et vous allez mettre un certain nombre de filtres dans une security policy. Donc ça se passe à 3 niveaux. Premier niveau, la fonction qui va contenir les règles que vous allez développer en TSQL. Deuxième niveau, c'est l'ajout de cette fonction en tant que prédicat sur une table donnée. Je ne l'ai pas précisé, mais vous avez un prédicat par table. C'est vous qui choisissez quelle table vous allez utiliser pour ça. Et ensuite, une policy, une security policy sur laquelle vous allez mettre un ou plusieurs prédicats. Un petit exemple, ici, imaginez une application où vous avez des infirmières qui doivent voir seulement leurs patients. Et vous avez un policy manager qui veut enforcer cette policy. Donc la première chose à faire, mais il va lui-même créer la fonction, elle n'est pas complète, hein, c'est juste pour l'exemple, la fonction qui va déterminer si l'infirmière a le droit de voir ce patient en fonction du service, en fonction de la date de prise de fonction de l'infirmière, par exemple, en fonction de différents critères qui sont totalement libres. Ensuite, la policy ici est créée en référençant cette fonction. Grâce à ça, quand l'utilisateur va demander les données de la table patient en l'occurrence, automatiquement le moteur SQL va transformer cette requête pour aller utiliser en temps réel le prédicat et va renvoyer seulement les données qu'a le droit de voir cet utilisateur. Donc c'est totalement transparent pour l'application. L'application, elle a fait un select étoile, mais potentiellement, elle ne verra qu'une partie des données grâce au prédicat. Est-ce que c'est clair? Oui? Alors une petite démo, rapidement, le temps passe. Je vais me connecter à, pas ma base que je viens de créer, mais celle que j'ai créée cette semaine. Je suis sur SQL Server Management Studio, donc c'est la dernière version, donc je suis en CTP 2 ou 3 ici. Donc vous avez certainement remarqué, SQL Server Management Studio maintenant va sortir beaucoup plus souvent. On n'aura plus une version de SQL Server Management Studio à chaque version de SQL Server, mais c'est un site qui va être indépendant. Donc on aura des mises à jour beaucoup plus régulières pour justement supporter le fait que sur Azure SQL Database, il y a des fonctionnalités qui vont sortir de manière beaucoup plus régulière. Donc il faut que le client le supporte. Et là, je vais simuler l'utilisation de Row Level Security pour différencier imaginez qu'on est un éditeur de logiciels qui a créé un service sur Internet avec une énorme base de données, avec toutes les données de tous ses clients. Et un client se connecte à l'application, il doit voir que ces données à lui. Donc on va simuler ça. La première chose qu'on va faire, c'est créer une table. Je suis sur ma base master, ça ira mieux ici. Je vais créer une table des ventes avec un certain nombre de champs et notamment l'ID du tenant, donc l'ID du client en question. Je vais insérer un certain nombre de données. Alors ne prenez pas peur pour les numéros de carte de crédit, on va en reparler. Je vais utiliser pour simuler sur quel utilisateur je me trouve l'utilisation de contexte info ici, dans lequel je vais indiquer
l'identifiant du tenant. Donc quand un utilisateur va se connecter, il va passer à la variable contexte info son identifiant. Je vais créer un schéma security, c'est une bonne pratique, hein, c'est tous ces objets, les prédicats en question, les security policies, je vais les créer directement dans le schéma security. Et je vais créer, alors je vais peut-être zoomer un petit peu d'ailleurs. Voilà, on peut passer ici. Je vais créer ensuite ma fonction. La fonction qui va être utilisée en tant que prédicat, sur lequel va globalement, ce qui est important ici, c'est simplement de vérifier que mon tenant ID correspond à celui que j'ai stocké dans le contexte info. C'est ça le filtre le plus important que je vais indiquer ici. Alors, je ne l'ai pas joué encore. Voilà. Grâce à cette fonction qui a été définie, mon security predicate, je vais pouvoir créer le prédicat en question sur ma table sales et je vais créer la security policy qui contient l'ensemble de mes prédicats, en l'occurrence je n'en ai qu'un seul. Et grâce à ça, je vais pouvoir définir par exemple que je suis le client numéro 1. Je le fais grâce à la procédure stockée que j'ai créée plus haut. Et je vais faire un select étoile. Donc ce select étoile, vous voyez que le résultat, c'est récupérer l'order 1, 2 et 3 qui correspond à mon tenant. Si je vais maintenant simuler l'utilisateur 2, le client 2, je refais un select étoile. Et là, j'ai bien les 3 autres enregistrements. OK ? Deuxième exemple, cette fois plus proche de ce que je vous ai raconté tout à l'heure. J'ai différents... alors, je vais d'abord supprimer tout ce que j'ai créé. Comme ça me permet de vous remontrer ce qui a été créé. Première chose qui a été créée, c'est la security policy, dans laquelle j'ai l'ensemble de mes prédicats. Je la supprime. J'ai ensuite ma fonction qui me sert de prédicat qui a été créée. Je la supprime. Je ne vais pas supprimer la procédure stockée, c'est pas grave. Je vais supprimer ma table. Et normalement, c'est tout bon. Non, je vais supprimer également mon schéma security. Schéma. Voilà. Et je vais réutiliser un deuxième exemple dans lequel je vais créer un certain nombre d'utilisateurs, un manager et 2 commerciaux. Je vais recréer ma table. Cette fois, j'ai la référence vers le commercial qui est responsable de telle ou telle vente. Je vais insérer des enregistrements. Je vais indiquer que le manager et les 2 commerciaux ont le droit en lecture sur ma table. Je recrée mon schéma de sécurité. Et là, je crée un autre prédicat. Alors ce prédicat, cette fonction qui va me servir de prédicat, le filtre, c'est simplement d'aller vérifier si le username, l'utilisateur sur lequel je suis connecté, correspond bien à la colonne salesRep, ou alors le username est égal à manager, le manager ayant accès à l'ensemble des colonnes. Donc j'enregistre cette fonction, je crée cette fonction, je crée la security policy qui utilise ma fonction en tant que prédicat sur la table sales, et maintenant je vais simuler, donc je vais me mettre dans la peau d'un manager, dans la peau des commerciaux, Je fais un select étoile et j'ai retourné seulement les trois ventes qui correspondent à moi en tant qu'utilisateur Sales 1. Je vais cette fois simuler la même chose en tant que deuxième commercial. Et là, j'ai bien mes 3 colonnes, mes 3 lignes. Pardon. Et le manager, lui, a bien accès à l'ensemble des lignes. Ok, donc ça c'est Row Level Security, ce qui nous permet d'avoir une sécurité qui est gérée directement par SQL Server. L'autre grosse nouveauté, c'est Dynamic Data Masking. Alors, j'ai plus que 5 minutes. Là, le but, c'est de protéger des colonnes sensibles. Et vous l'avez compris, puisque je l'ai évoqué tout à l'heure, là, on va parler des numéros de carte bleue. Les numéros de carte bleue, on a parfois besoin de les stocker. Pensez au Amazon One Click. Quand vous êtes sur Amazon, vous avez la possibilité en un clic d'acheter quelque chose. Donc ça, c'est super pour les achats compulsifs. Et pour que ça fonctionne, Amazon a besoin de stocker le numéro de carte bleue pour pouvoir le réutiliser au moment venu. Mais par contre, ça serait une erreur de leur part de afficher sur une quelconque interface le numéro de carte bleue en clair. Que ce soit dans votre espace client, que ce soit dans l'espace du SAV, etc., etc.
Donc plutôt que faire confiance aux développeurs pour ne jamais récupérer le numéro de carte bleue et pour, s'ils le récupèrent, le masquer et d'afficher peut-être les 4 derniers chiffres, mais vous allez pouvoir gérer ça directement dans SQL Server. Et il y a certaines réglementations d'ailleurs qui imposent de faire ça. Comment ça fonctionne concrètement? C'est la définition de masque sur une colonne donnée. Par exemple, aux États-Unis, j'ai pris des slides qui ont été faites par mes collègues américains. Le numéro de sécurité sociale, il est beaucoup plus sensible que chez nous, parce que c'est un identifiant unique pour chacune des personnes. Il est utilisé partout, donc c'est vraiment un secret. Donc ce Social Security Number, il est masqué ici avec une fonction qui masque les 2 premières parties du Social Security Number. On pourrait par exemple faire pareil sur un email, et vous avez une fonction ici qui existe, qui a déjà été définie par SQL Server, qui permet de masquer les emails. Concrètement, il va masquer tout sauf l'extension, ou quelque chose du genre. Vous pouvez choisir de masquer un salaire, et au lieu d'indiquer vraiment le nombre qui correspond au salaire d'une personne, si vous êtes sur une application RH, vous allez définir un nombre aléatoire qui va être renvoyé plutôt que le vrai salaire. Et bien sûr, numéro de carte crédit, c'est un autre exemple. Vous avez une fonction, de la même façon que vous avez dans SQL Server directement une fonction email qui est capable de masquer les emails, vous aurez une fonction qui est capable de masquer les numéros de carte bleue, et c'est celle qu'on va utiliser. Donc le Policy Manager va définir, donc l'administrateur va définir ces règles-là, et quand une requête va être créée à partir d'un client, vous allez avoir 2 possibilités. Soit vous êtes un client lambda et vous allez avoir les champs qui vont être masqués comme a été défini la policy. Donc là vous voyez par exemple l'email, c'est ce que je vous disais, on voit juste l'extension et la première lettre. Le Security Social Number, les premières parties sont masquées. Ou alors si vous êtes un des administrateurs qui a été déclaré comme ayant le droit de voir ces informations, vous avez accès à l'ensemble des informations en clair. Et ça, c'est donc fait côté serveur, l'application n'a rien à faire. Concrètement, comment ça se passe? Alors, je pourrais le faire ici en TSQL, mais il y a une autre façon de le faire qui est encore plus simple. C'est de le faire directement sur la base de données, au niveau Azure, en l'occurrence, puisque là, j'utilise Azure SQL Database. Et je vais pouvoir aller le définir ici dans Dynamic Data Masking. Je vais indiquer, alors je l'avais déjà créé, il faut que je la supprime. Delete. Save. Je vais ajouter un masque sur un schéma donné, une table donnée et une colonne donnée, ici card number, et je vais sélectionner une fonction à utiliser. Donc je pourrais utiliser une custom qui peut être valide pour n'importe quel type de données, mais moi je vais plutôt utiliser celle qui m'est proposée pour credit card value, qui va me masquer les 3 premiers blocs et qui va me garder seulement le dernier bloc. Je sauvegarde ici, et à partir de là, je vais me reconnecter. Je vais d'abord copier ça. Je vais me reconnecter à ma base de données en utilisant un point sécurisé. Ici, je vous passe les détails. On pourra en reparler plus tard si vous le souhaitez. Je me reconnecte. Et d'ailleurs, vous l'avez vu tout à l'heure, hein, c'était déjà le cas puisque j'avais oublié de le supprimer. Mes données sont bien masquées. On va réexécuter. Voilà, vous voyez que mes données ont été masquées, alors que dans le moteur, elles sont réellement stockées, comme je les ai enregistrées plus haut, elles sont réellement stockées en clair. Ok, donc ça c'était Data Masking, l'une des nouveautés d'Azure SQL Database qui va arriver également dans SQL Server 2016. Je vais passer la main à Stéphane qui va nous montrer des autres nouveautés plutôt intéressantes, notamment pour les éditeurs de logiciels ou ceux qui ont besoin de gérer un certain nombre de bases de données. Effectivement. Donc, parmi les innovations qui ont été proposées, il y a tout un ensemble d'innovations qui ciblent directement le métier de l'éditeur logiciel, et plutôt le métier de l'éditeur logiciel qui va créer des applications SaaS, donc qui vont tourner dans le cloud. Et ces applications SaaS, elles sont à destination de nombreux clients qui vont peut-être chacun souhaiter avoir leur propre base de données. Alors, que je vous montre ça. Donc ça, c'est pour Software as a Service.
reparti. Donc voilà, du coup, pour vous expliquer un peu les nouvelles fonctions qui sont disponibles dans Azure SQL Database, je nous ai fixé un petit cahier des charges. Donc supposons que je veuille bâtir une application SaaS orientée données et que mon objectif en tant qu'éditeur de cette application soit d'avoir le maximum de clients possible. Donc j'ai plusieurs choix pour la partie back-end, la partie qui va me permettre de stocker les données de ces clients. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien connu, hein. Il y a 3 modèles. C'est documenté, alors notamment sur le MSDN, mais partout, tout éditeur logiciel qui se lance dans le SaaS a ce type de problématique. Donc concrètement, comment il va faire? Soit il va isoler ce qu'on appelle un tenant par client. C'est-à-dire que chaque client aura sa base de données. On ne peut pas faire plus simple d'un point de vue développement, d'un point de vue sécurité pour assurer le client. Regardez, cher client, vous avez vos données à vous. Votre concurrent, même s'il utilise notre solution, n'ira pas voir vos données. Donc on isole chaque tenant. Il y a une alternative qui est de dire, bon, on va mutualiser, parce que mine de rien, quand on a une base de données, ben, ça consomme de la ressource sur un serveur. Si je commence à avoir beaucoup de clients, je risque d'avoir besoin de beaucoup de puissance de calcul, de stockage, de mémoire. Et du coup, c'est peut-être intéressant de commencer à réfléchir à la façon dont je peux mutualiser ces ressources. Et donc, certains clients, certains éditeurs logiciels sont partis sur une approche intermédiaire qui est de se dire, j'ai une base pour l'ensemble de mes clients, et chacun de mes clients aura son propre schéma, et ça permettra à mon applicatif de faire la différence entre le client A et le client B. Et puis, il y a le modèle le plus abouti en termes de mutualisation, donc le full multi-tenant modèle, où chaque client va avoir, tous les clients vont partager la même base de données, le même schéma. Et là, c'est l'application qui devra faire le lien entre l'utilisation que va faire le client X de l'éditeur logiciel, donc client X qui peut avoir N utilisateurs, et le client Y qui lui va avoir M utilisateurs, qui vont se retrouver tous sur la même application, avec la même base de données, mais c'est l'applicatif qui, en fonction de différentes règles, va router les informations, va organiser les informations pour les acheminer jusqu'au bon utilisateur. Donc on a ces 3 modèles. Donc un qui est compliqué à implémenter, celui à l'extrême droite, c'est le plus compliqué à implémenter. Qui est moins compliqué grâce à Row-Level Security, que j'ai présenté tout à l'heure. Certes. Mais un autre qui est très simple, une base de données par client, mais qui avant l'arrivée du cloud était souvent trop onéreux et les éditeurs logiciels ne le prenaient pas. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Déjà, le cloud, avec donc un applicatif classique de type SaaS orienté données, on a un service cloud, donc on peut avoir plusieurs frontaux en load balancing. Souvent, on a un catalogue qui garde la trace des clients. Et là, Azure SQL Database, avec les fonctions que vous a montré Benjamin, on peut très facilement créer autant de bases de clients qu'on veut. Donc techniquement, c'est très simple et on peut faire du scale-out, c'est-à-dire étendre l'application, simplement rajouter une base à chaque fois qu'on a un nouveau client. Donc ça, on sait faire. On sait faire très simplement avec Azure SQL Database. Mais, première problématique, si je veux mettre en place cette solution, rien ne dit que mon client A et mon client B vont avoir les mêmes besoins. Je peux très bien avoir comme client A une entreprise qui a 10 000 utilisateurs et comme client B une entreprise qui en a 500. Je ne vais pas leur mettre la même puissance de traitement, ça ne servirait à rien. Donc en fait, il faut que les bases de données de mes clients, elles s'adaptent à la consommation. Donc qu'on fasse cette fois-ci non pas du scale-out, mais du scale-up ou du scale-down en fonction de l'usage qui est fait de la base de données. Donc ça, ce que vous a expliqué Benjamin, cette problématique-là, on sait très bien y répondre avec la notion de DTU. Il vous a expliqué tout à l'heure qu'on était capable, en fonction du niveau de service qu'on choisissait sur la base de données, d'offrir plus de puissance de traitement sur cette base de données. Maintenant, ce que nous a montré Benjamin, c'est bien joli, mais comment ça se passe quand j'ai des centaines de bases de données clients et que je ne sais pas prédire à l'avance quelle va être la consommation sur cette base de données? Là, ça devient plus compliqué, même s'il y a des moyens techniques pour aller capturer des informations statistiques, essayer d'ajuster de façon plus ou moins automatisée les choses. Je vous montrerai un peu de code qui fait ça. C'est une problématique qui devient tout de suite beaucoup plus compliquée. Et pour répondre à cette problématique, il y a une nouveauté, donc c'est un service en preview, ça fait partie des nouveautés Azure SQL Database, et ça s'appelle Elastic Database Pools. L'idée, c'est qu'au lieu de gérer la puissance, la réservation des fameux DTU au niveau d'une seule base, on va les gérer au niveau d'un pool de bases de données. Et ça change complètement la problématique, puisque je vais pouvoir m'allouer une enveloppe globale,
Et puis si ça varie au sein de cette enveloppe globale, bah, si le dimensionnement doit s'adapter à un instant T sur une base mais pas sur l'autre, ça va s'équilibrer. Donc je vais avoir une approche beaucoup plus globale, plutôt que d'avoir une granularité du dimensionnement au niveau de la base de données, je vais avoir une granularité cette fois-ci au niveau de tout un ensemble de bases de données. Et c'est à moi de définir combien de bases de données je vais mettre dans ce pool. Et du coup, je n'aurai pas besoin de surdimensionner l'ensemble de mes bases de données. Il faudra juste que je prenne une marge de manœuvre par rapport à l'ensemble de la consommation de ces bases de données. Et je n'aurai pas non plus besoin d'aller superviser la performance à l'échelle de la base de données. Là, je pourrais me contenter d'observer comment fonctionne le pool. Donc, au final, on va toujours avoir cette notion de DTU qui est importante, qui est la limite maximale par rapport à un dimensionnement d'une base. Mais là où on va gagner en souplesse, c'est qu'on va pouvoir s'autoriser à faire de l'élasticité au sein d'un pool par rapport au nombre maximal de DTU. Si mon serveur, je lui dis, bon, ben, ce serveur, logique, il n'ira pas au-delà de 1200 DTU, ben, ça me permet quand même d'avoir une certaine souplesse en mettant des bases qui vont osciller entre 10 et 50 DTU, plutôt que d'avoir 50 DTU réservés pour une base qui, au final, ne les utilisera pas tout le temps. Donc, en fait, l'intérêt de cette solution, c'est vraiment un impact sur les coûts. Donc, si on se prend un petit scénario d'usage, alors, il est chiffré, les chiffres ne sont pas forcément tout à fait alignés sur la version publique que vous trouverez sur le site, mais bon, il faut bien comprendre le principe. Voilà, j'ai une centaine de bases S2, si je pars sur un modèle classique, avec 20% de consommation DTU en moyenne. Donc c'est mes 100 bases S2 à 50 DTU, et donc 100 x 50, je réserve 5000 DTU. Bloom. Et du coup, j'ai un coût par S2, bon, alors qui est de l'ordre de 65 €, ça doit faire 75 $ effectivement. Et je consomme 20% de ce total DTU, donc 20% de 5000, je consomme 1000 DTU. Avec un max qui est impacté par le fait que je considère que 15% de mes bases de données à un instant T peuvent atteindre 100% de leur DTU disponible. Donc j'ai un max DTU consommé qui va être de 1375. Bah, si je prends un chiffrage brut de fonderie sans me poser la question de l'élasticité au sein d'un pool, ça va me coûter dans les 7500 $. Si j'applique le raisonnement de globaliser plusieurs bases de données au sein d'un pool, ça devient beaucoup plus intéressant parce que je vais réserver le même nombre de bases de données. Par contre, au lieu de réserver 50 DTU par base de données, je vais m'autoriser une fourchette entre 10 et 50. Si je suis à 10, je respecte la critère des 20% sur les 50. Donc je sais que, globalement, là je suis en vitesse de croisière, et puis 15% des bases de données, ok, elles vont monter à 50. Mais au final, moi, je réserve seulement 1500 IDTU, élastique DTU, contre les fameux 5000 tout à l'heure. Donc, je vais être pareil avec un niveau de consommation moyen qui sera les 20% des 5000 possibles, enfin 5000 si je me mettais au maximum. Donc, je réponds aussi au cahier des charges, j'ai les 1000. Par contre, ce qui va changer, et j'ai le max élastique DTU qui est dans les mêmes conditions. Par contre, ce qui change, c'est le tarif, ça n'a plus rien à voir. Puisque je ne pré-réserve pas un dimensionnement trop conséquent. Donc je coupe ma facture en deux à peu près. Donc l'intérêt, il est vraiment là. Il est au niveau facturation. Ensuite, on peut avoir des cas un peu plus complexes à gérer. C'est-à-dire que je peux très bien avoir, dans certains cas, des types de clients qui vont avoir des gros besoins, et puis les PME, des plus petits besoins. Bah, Elastic Database Pool, je peux en mettre autant que je veux sur un serveur logique, enfin en fonction de la puissance disponible sur le serveur. Mais, donc, je peux très bien compartimenter, faire des pools plus ou moins avec des dimensionnements variables et adaptés à l'usage que j'en fais. Autre cas un peu particulier, je peux avoir une base de données à l'instant T qui va avoir de gros besoins au-delà du pool. Et là, j'ai la possibilité de sortir une base du pool et de la remettre dans le pool. C'est quelque chose qui se fait très simplement, soit en PowerShell, soit à travers le portail. Donc, et voilà, je peux la faire grossir si c'était mon objectif. Bon, si on sort une base du pool, souvent c'est plutôt pour augmenter le dimensionnement que pour le diminuer. Donc, je vais vous montrer tout ça. Alors, un portail Azure. Le voici. Donc, ce fameux portail. Ici, j'ai un certain nombre de serveurs SQL au sens Azure du terme. Donc, j'en prends un qui est fort sympathique. Hop. J'étais en train de me dire peut-être que je devrais... oui,
100%, c'est quand même beaucoup. Voilà. C'est bon pour la visibilité. Donc ce serveur, j'ai déjà monté un certain nombre de bases de données, j'ai déjà créé des pools d'ailleurs. Alors je vous montre juste comment on crée un pool sur un serveur logique Azure SQL Database. Ben, on fait tout simplement add pool, et puis on lui donne un petit nom, SQL Saturday. On peut choisir son niveau de pricing, parce que je peux avoir du premium, je peux avoir du standard. Et puis on choisit les bases de données qu'on veut ajouter. Donc en fonction des bases de données qui sont déjà là, j'aurai la possibilité d'ajouter ces bases ou d'aller en chercher d'autres. Alors là, par exemple, dans les bases qui sont... je vais prendre des bases qui ne sont pas dans un pool, je vais en mettre qu'une, ça suffira pour l'instant. L'idée, c'est juste de vous le créer. Et puis je choisis la performance de mon pool. Donc j'ai les différents niveaux, l'IDTU, donc le dimensionnement pour le pool, qui va osciller entre 100 et 1200. Et puis l'IDTU max et l'IDTU min pour chacune des bases qui sera dans ce pool. D'accord? Bon, je vais laisser ça sur les valeurs par défaut, puis je fais OK. Et à partir de là, je vais avoir un database pool qui va se créer. Je vais vous en montrer un qui est déjà créé, pendant que celui-ci se crée. Donc là, dans ce pool, j'ai mis 24 bases de données. Et donc, j'ai la possibilité d'aller configurer ce pool. Comme je disais, de jouer sur les différents paramètres. Je peux avoir, alors pour peu que j'ai utilisé un peu les bases de données, je peux avoir un suivi de la consommation effective, non pas sur ma base, mais sur le pool. Et je peux reconfigurer à chaque instant les bornes max et min, comme je le disais. Et j'ai une vue sur le pricing. Là, pour l'instant, ce n'est pas le pool qui va faire plaisir à mon chef, parce que j'en suis à... C'est un pool, si je laisse tourner tel quel, configuré tel quel, jusqu'à la fin du mois, je suis à 2200 € de facturation. Mais par contre, j'ai une puissance de traitement qui est assez significative. Ce que j'ai fait à travers le portail, et qui finira par aboutir, là j'ai un déploiement de pool en cours, je peux très bien le faire avec du PowerShell. Alors l'intérêt, c'est que je vais pouvoir, comme ça a été le cas d'ailleurs pour cette démonstration, je vais pouvoir reconfigurer l'ensemble des éléments. Typiquement, si j'ai une démarche un peu DevOps, je suis dans mon entreprise, je dois remonter un environnement de pré-production ou un environnement d'intégration, je ne vais pas refaire à la main la création du pool, la création des bases. Je fais tout en script PowerShell, tout est automatisé. Comme ça, je crée mon serveur, hein, c'est pas très compliqué de créer un serveur Azure SQL Database, New Azure SQL Server, c'est assez logique. Je configure le firewall s'il y a lieu. Je crée mon pool, Azure SQL Elastic Pool. Éventuellement, je peux aller récupérer des informations sur l'utilisation de ce pool. Ici, il y a une commande qui nous permet d'avoir des informations statistiques d'usage du pool et je peux les exporter dans un fichier CSV. Donc ça nous donne des fichiers comme celui-ci qui a été généré. Donc je vais avoir des datas qui vont me dire, voilà, mon pool a été utilisé de telle façon sur telle période en fonction de la fenêtre d'observation temporelle que j'aurais configurée ici et là. Donc ensuite, je crée des bases de données dans ce pool. Je peux le créer de façon unitaire. Par rapport à la création d'une base de données, donc dans Azure, créer une base de données, c'est New Azure SQL Database en PowerShell. La petite différence, c'est qu'ici, j'ai la possibilité de lui spécifier que je l'insère dans un pool. Pas très compliqué. Évidemment, si j'en veux plusieurs, voilà, j'en voulais 20. C'est comme ça que je peux me permettre d'avoir beaucoup de bases de données très rapidement. Elles vont être montées, ajoutées au pool. Et on va pouvoir passer à la suite. Hop là. Donc, ça, c'était les pools. Première chose. Maintenant, la situation, elle peut être un chouïa plus compliquée que celle que je viens de vous décrire. Car je peux avoir donc une multitude de clients. Voilà, j'adresse tous les grands magasins. Je ne vais pas faire de la promo, mais mon client, c'est Auchan, Carrefour, Leclerc. Et chacun a tous ses employés dans mon système. Voilà, ma solution, elle fait des gestion des ressources humaines. Mais finalement, ils ont beaucoup d'employés. Et j'arrive aux limites de la puissance de traitement d'une de mes bases de données. Donc là, il faut que je fasse un niveau supplémentaire. Il y a la notion de pool, et il y a comment je peux éventuellement prendre ma base, et comme elle est trop volumineuse, je peux faire ce qu'on appelle du sharding. Je peux partitionner ma base. C'est-à-dire que ma base, au lieu d'avoir une instance de base de données, je vais la répartir sur n instances.
Et pour ce faire, donc il y a des techniques qui sont assez connues là aussi, hein, de partitionnement. Je pourrais le faire à la main, mais c'est un peu contraignant parce que je dois définir une espèce de mapping entre ma notion de client et puis ma notion de shard ici, de tenant. Donc il y a une librairie qui est proposée par Microsoft qui permet de faire ça beaucoup plus simplement. Donc là, c'est une approche plus applicative. C'est je décris dans un catalogue les n bases qui peuvent correspondre, enfin, pardon, les n instances de shard qui vont, une fois regroupées dans ce shard manager, vont représenter une base de données. Et il y a une autre problématique qui va se faire jour lorsque je vais partir dans ce type de solution. C'est comment je vais faire en sorte que si j'envoie une requête pour ce client-là ou ce shard-là depuis mon système, elle arrive bien au bon endroit. Donc, l'utilisateur va se connecter, il va rechercher, le service cloud va rechercher les références de la base dans le catalogue, et la requête va être redirigée sur la bonne base de données. Avec, si possible, ça marche une fois, ok, mais une fois que je sais que tel client est à tel endroit, si je pouvais éviter d'avoir à repayer le coût d'interroger le catalogue pour aller refaire une requête sur le bon client. Et donc là, il faut qu'il y ait un mécanisme de cache qui permette d'être plus efficace lorsqu'on exécute d'autres requêtes. Bien, ça c'est déjà adressé, ces problématiques-là. Et il y a une dernière problématique qui va se faire jour lorsqu'on va commencer à avoir des requêtes qui potentiellement peuvent concerner plusieurs bases de données. Et ces requêtes, on va pouvoir les exécuter avec les environnements qu'on connaît. Donc, ça peut être un outil de développement, ça peut être un outil d'administration, Management Studio, ça peut être Excel avec du Power View, du Power Query, ça peut être Power BI. Donc, comment est-ce qu'on peut faire en sorte facilement de mettre en place une requête qui va porter sur de multiples bases de données? Eh bien, ces trois problématiques, on les adresse avec deux solutions. Donc, il y a la solution Elastic Tools Librairie qui va faciliter le sharding dont je parlais tout à l'heure, donc le fait d'avoir de multiples bases de données vues et agrégées et partitionnées très efficacement, donc, et avec le mapping entre un client et sa base de données, et avec la possibilité de faire du data dependent routing de façon dynamique dans le code. Et puis, il y a la partie SQL DB Elastic Query, où on va pouvoir définir une base de données en TSQL DDL classique, qui sera en front, qui sera en amont de l'ensemble des bases de données, et je ferai toutes mes requêtes sur cette base de données avec les outils que je connais. Je les ferai avec Management Studio, je les ferai en Entity Framework, en Link, en JDBC, en ADO, avec les outils du marché, ça sera transparent. Et c'est cette base qui aura été créée, qui donne une vue sur l'ensemble des autres, qui me permettra de faire ça. Donc je vous montre ça rapidement. Je vais essayer de le prendre rapidement. Donc, premièrement, la librairie dont je vous parlais, je vais lancer un bout de code qui l'utilise. Voilà, j'utilise ce Shard Manager Factory, je ne rentre pas dans le code. L'intérêt, c'est de vous montrer l'efficacité. Donc là, ça devrait me créer, alors je vais vous montrer sur le portail. Là, je suis en train de créer des shards qui n'existaient pas. Et donc, sur le serveur ici, des bases de données vont arriver théoriquement assez prochainement. Vous voyez, Bloom, je viens de créer une vingtaine de bases de données. Et sur ce shard qui vient d'être créé, en principe, c'est fini. Là. Ah, presque. Dès qu'il est fini de se créer, je vais pouvoir commencer à lancer des requêtes. Et ces requêtes, je vais les faire sans avoir connaissance de la base sur laquelle je le fais. Je vais utiliser le même type de syntaxe. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ici, au lieu de faire un open connection, je vais juste faire un open connection for key où je vais passer l'ID du client. Et ce sera la librairie client.net qui fera le travail de redirection sur la bonne machine. Oups. Voilà, lui, il a fini. Donc là, j'ai un petit programme qui va démarrer une alimentation donc avec ces requêtes. Il va aller insérer des ordres, des commandes, pardon, dans les différentes bases de données. Donc, il les prend un peu en random, hein, de façon aléatoire. Et là, il est en train
de requêter les bases de données. Et tant que je suis en dessous d'un certain niveau de CPU, je l'affiche en vert. Si je passe au-delà, je l'affiche en jaune. Et donc là, je vais lui demander de renseigner d'autres bases de données. Donc ça veut dire qu'à un instant T, je suis capable de remonter avec des statistiques SQL, je suis capable de remonter le taux d'usage de la base de données. Et là, je peux commencer éventuellement à faire du scale-out dynamique, mais de façon applicative. Donc c'est beaucoup plus complexe à mettre en place, parce qu'il faut coder, par rapport aux databases pool. Mais ça permet de répondre à des problématiques qu'on ne dresse pas sinon. Et enfin, alors pendant que ça s'exécute, hop, hop, hop. Oh, mauvaise pioche. Et donc, enfin, pour conclure, dernière problématique, une base de données, il faut l'administrer. Et donc, je ne sais pas s'il y a des DBA parmi vous, faire une requête sur une base, on sait faire, mais comment ça se passe quand je veux faire des requêtes sur n bases? C'est n bases qui sont dans un pool. Bah, là encore, il y a une solution. Oups. C'est la notion de Elastic Database Job. Ça aussi, c'est en preview. Donc, on va pouvoir utiliser des scripts TSQL classiques. Simplement, on va les exécuter, non pas sur une base, mais sur n bases. Donc, on va pouvoir le faire en PowerShell ou depuis le portail. Donc, je vais vous le montrer depuis le portail, parce que j'ai cru comprendre qu'il ne restait plus beaucoup de temps. Voilà, donc là, j'ai un pool. Alors, il y a une forte association entre la notion de pool que je vous ai montré tout à l'heure et la notion de job. C'est-à-dire que le job, on va l'exécuter sur un de ces fameux pools. Donc là, j'en ai créé deux. Donc un Elastic Job, bah, c'est du SQL. Hein. Donc attention toutefois, ce SQL, vous avez intérêt à ce qu'il soit idempotent, parce que si c'est un job, on va l'exécuter un certain nombre de fois. Donc première chose à faire, il est basique, hein, mon script. Je vérifie que la table existe avant d'essayer de la créer, sinon forcément ça partira en erreur. Hop. Et donc je peux l'exécuter. C'est des jobs que j'ai déjà exécutés. Si ça se passe bien, bon, comme assez souvent, ça vous affiche du vert, sinon c'est rouge. Donc là, il est en train de recréer la table, et je peux éventuellement le canceller. Il doit s'exécuter très rapidement. Voilà, tout est complet. Bon, ensuite, on peut faire évoluer les tables. Bon, ensuite, c'est rien d'autre qu'un autre script SQL. Encore une fois, il est idempotent. Je vais aller faire un alter sur la table, rajouter. Mais là, je suis pas. Donc, ce script, il s'exécute non pas sur une table, mais sur 5 tables. Mes tables, je les ai appelées getJobs 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, je fais une mise à jour administrative qui va concerner toutes les bases, toutes les instances qui sont dans mon pool. Et ça, c'est extrêmement pratique. D'accord? Et ces 5 instances, je les ai créées avec un script PowerShell. OK? Donc, pour résumer, le modèle Single Tenant Database, donc le modèle le plus à gauche, c'est le plus simple à mettre en place. Avant l'arrivée du cloud et avant l'arrivée de ces solutions, c'était de loin le plus onéreux, donc ce n'était pas forcément le plus utilisé. Aujourd'hui, avec ces outils, avec ces solutions, ces services en ligne, de mon point de vue, c'est vraiment le modèle à envisager en priorité. C'est extrêmement simple avec Azure SQL Database. On va pouvoir en plus isoler les données. Ça, en général, les clients, ils aiment bien qu'on leur dise vous avez votre base et vous inquiétez pas, personne ne viendra voir ce qui s'y passe. Tout ça, c'est possible avec l'ensemble des outils que je vous ai présentés. Elastic Database Tools, c'est un outil qui existe depuis 1 an maintenant, donc sauf erreur de ma part, c'est la partie code applicative. Ça, c'est en General Availability. Tout le reste est en preview. Et il y a une forte affinité, comme je le disais, entre pools et jobs et query d'ailleurs. Donc, avec tout ça, on peut se faire un environnement SQL, enfin database as a service globalisé hein, à l'échelle de l'ensemble des data centers d'Azure, et on peut s'adapter du coup à tout type de situation. C'est-à-dire que là, je n'ai pas besoin d'avoir une anticipation sur la charge. Je le globalise et je fais des économies de coûts sans pour autant remettre en cause tout ce que je connaissais jusqu'à présent. Je continue à utiliser Management Studio, je continue à utiliser des outils d'automatisation PowerShell, j'utilise les outils de développement que je connaissais. Voilà pour donc c'est très rapide, 20 minutes sur ce sujet, mais je pense, enfin surtout si vous envisagez ce type de développement, c'est vraiment un accélérateur fabuleux. N'hésitez pas à aller sur l'évaluation de cette session, surtout si ça vous a plu, d'autant plus qu'apparemment vous pouvez gagner des cadeaux.
Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Benjamin et moi, on se fera un plaisir de vous répondre. Merci.